Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur le financement de votre entreprise à travers la blockchain qui sera une introduction à l'ICO et au STO. Je vais encore attendre quelques minutes pour laisser aux derniers participants le temps d'arriver et puis on pourra commencer le webinaire. Ce que je vous propose en termes de fonctionnement, c'est que vous mettiez vos questions en chat, et puis on essaiera de prendre le temps d'y répondre à la fin. Pour celles que je n'aurai pas réussi à traiter dans les délais, n'hésitez pas après à m'envoyer un mail, vous aurez mes coordonnées dans la présentation, et vous pourrez me solliciter, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc, comment financer votre entreprise grâce à la blockchain? On va essayer de rendre ça le plus intéressant possible autour de l'Initial Coin Offering, ICO, et du Security Token Offering, le STO. Je vais peut-être commencer par quelques mots de présentation sur TGS France. TGS France est un cabinet pluriprofessionnel qui a été créé il y a plus de 50 ans aujourd'hui et qui est dédié à l'accompagnement des dirigeants, des PME, des ETI et des associations. Le cabinet compte aujourd'hui 1600 collaborateurs. Il est dans le top 15 des cabinets français et on a 130 agences qui sont réparties sur tout le territoire. On intervient dans un certain nombre de domaines, d'où l'aspect pluriprofessionnel. Donc, le cabinet a une expertise en informatique, ressources humaines, conseil, audit, droit des affaires et principalement en expertise comptable. Pour la présentation, on va articuler ça en 6 points majeurs. Tout d'abord, regardez quelles sont les technologies au cœur de la blockchain. Ce sera mon petit lexique technophile pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément encore tous ces aspects. On rentrera après davantage dans le vif du sujet en définissant ce qu'est l'ICO et la STO. On verra ensuite une application pratique autour des étapes clés de la réussite d'une ICO. On s'intéressera au profil d'entreprises et d'investisseurs qui peuvent être intéressés par ce type d'investissement. Quelques points de vigilance et des perspectives d'avenir. Et puis enfin, on terminera sur quelques éléments chiffrés. À titre d'introduction, je commencerai par une petite image. Le terme fiduciaire qu'on utilise donc pour la monnaie traditionnelle, la monnaie fiduciaire, est dérivé du latin fiducia, qui signifie confiance. Donc, lorsque l'on parle de monnaie fiduciaire, cela implique la confiance des usagers dans ce mode de paiement. Et mon vœu à l'issue de ce webinaire, c'est de vous donner en quelque sorte confiance dans les nouveaux actifs numériques, leurs usages, dans le cadre potentiellement du financement de votre entreprise. Ce sera le fil conducteur et si j'y parviens, ce sera un webinaire réussi. Pour entrer sur l'aspect définition, c'est un peu, pour moi, l'histoire de la poule ou de l'œuf. On se demande souvent qu'est-ce qui est arrivé en premier, le Bitcoin ou la blockchain. Personnellement, je vais me risquer à commencer par la blockchain, puisque pour moi, il s'agit de la définition sur laquelle repose précisément le Bitcoin, et puis derrière, tous les cryptoactifs que l'on retrouve aujourd'hui dans tout cet écosystème. Alors, on va commencer par un petit sondage. Tout d'abord, je voudrais savoir, pour avoir une idée et voir le niveau d'information que je dois vous donner, qui est-ce qui connaît la blockchain en général, son mode de fonctionnement? Vous avez 1 minute pour répondre, si vous voulez bien, dans le sondage qui doit s'afficher.
Il n'y a pas de mauvaise réponse, évidemment. J'ai l'impression que c'est assez équilibré. Alors, désolé pour ceux qui s'y connaissent bien, mais je vais du coup rentrer un petit peu dans le détail, alors avec mon niveau de technicité, évidemment, qui est plus celui d'un avocat juriste que d'un informaticien. Pour remonter aux origines, alors sans partir de tout l'aspect philosophique qui a présidé à la création de la blockchain et du Bitcoin, on doit la blockchain à un certain Satoshi Nakamoto, dont on ignore l'identité. Alors certains supposent, compte tenu de la complexité du code qui a nécessité la blockchain, qu'il s'agit plutôt d'un collectif et non pas d'une seule personne. En s'appuyant sur des technologies plus anciennes, Satoshi Nakamoto a levé 2 obstacles qui tenaient au risque d'une double dépense d'une même somme d'argent et à la tolérance aux pannes accidentelles ou malveillantes. Le Bitcoin, qui a ainsi été créé en 2008, a été la première application de cette technologie, d'où la confusion qu'on retrouve souvent entre blockchain et Bitcoin. Alors, comment est-ce que tout cela fonctionne? Je vous ai mis un petit schéma explicatif. La blockchain, qu'on peut traduire en français par chaîne de blocs ou encore dispositif d'enregistrement électronique partagé, désigne la technologie qui permet de produire une structure ininterrompue de données sécurisées sans organe de contrôle centralisé. C'est là la principale différence entre la blockchain et le Bitcoin par rapport à une monnaie fiduciaire traditionnelle qui est contrôlée par un organe centralisé, par l'État, par une banque centrale. Là, l'organe de contrôle est décentralisé. L'organe de contrôle, c'est avec l'utilisateur. On va y revenir par la suite. Donc, elle repose sur 2 principes, enfin 3 principes, même la cryptographie, la décentralisation du traitement et le consensus. Et ces 3 éléments permettent de garantir la confiance des utilisateurs dans les transactions réalisées. Et on va donc retrouver des données qui sont structurées en blocs horodatés et chacun contient une transaction ou une chaîne de transactions. Et tous ces blocs successifs vont être reliés entre eux par la chaîne cryptographique qui ne peut pas être altérée, d'où la fiabilité des données qu'elle contient et son intérêt pour sécuriser les transactions en général et en particulier. Alors, comment elle va se créer cette chaîne? Il y a 2 principaux mécanismes de validation, la proof of work, ou preuve de travail, qui était le premier mécanisme qu'on a retrouvé pour le Bitcoin. Et aujourd'hui, on a également la proof of stake, ou preuve d'enjeu, qu'on retrouve pour l'Ethereum et donc sa monnaie, l'Ether. Je vais d'abord commencer par la proof of work. Donc là aussi, je vous ai mis un petit schéma qui essaie d'expliquer comment ça fonctionne. En fait, on va avoir chaque transaction du bloc qui va être validée et approuvée par ce qu'on appelle le mécanisme de consensus, qui est l'étape la plus importante dans la chaîne cryptographique, puisque c'est lui qui permet d'assurer l'intégralité de la blockchain. Dans le Bitcoin, la méthode retenue, c'est donc le proof of work, qui suppose la réussite à une épreuve cryptographique dénommée minage. Cette épreuve, en fait, la résolution par les mineurs de problèmes cryptographiques complexes qui vont nécessiter une grande puissance de calcul informatique, donc des ordinateurs avec des cartes graphiques très puissantes et donc de plus en plus onéreuses. Le bloc qui est validé va être transmis de pair à pair à chaque nœud qu'il ajoute à sa propre blockchain. Alors vous vous interrogez sans doute sur ce qui va motiver les mineurs à investir dans ces systèmes informatiques coûteux et accepter de valider, de miner les opérations. C'est tout d'abord l'obtention d'une récompense en Bitcoin ou dans la crypto-monnaie à laquelle sera attachée la blockchain. Donc, cette récompense, elle est remportée par le mineur qui réussit à décoder, à résoudre le problème le plus rapidement possible, et ensuite des frais qui sont prélevés sur chaque transaction, et ces frais vont être intégrés au bloc, et donc c'est comme ça qu'ils vont être sécurisés pour les mineurs. Le montant de ces frais est en pratique déterminé librement par les utilisateurs, mais ce que l'on retrouve la plupart du temps, c'est des frais qui vont dépendre du nombre de transactions, donc qui vont être plus ou moins élevés pour inciter les mineurs à sélectionner en priorité la transaction qui leur apportera le plus de Bitcoin. Donc concrètement, s'il y a assez peu de transactions
en attente, le montant peut être relativement faible. Par contre, s'il y a énormément de transactions en attente et que les usagers sont pressés, enfin en tous les cas, il y a une certaine urgence à valider cette transaction, ils vont du coup avoir intérêt à mettre des frais plus importants pour inciter les mineurs à retenir cette transaction plutôt qu'une autre. Donc ça, c'était la proof of work, et on a le deuxième mécanisme de validation qui est la proof of stake. Dans cette hypothèse, l'opération elle va être validée par ce qu'on appelle les validateurs. Ce ne sont plus les mineurs, et la sélection se fait par la quantité de crypto-monnaies qu'ils détiennent. Donc c'est les forgeurs mettent en caution ce qu'on appelle le stake, justement, ou la mise, une partie de crypto-monnaies qu'ils détiennent, et la rémunération qu'ils vont recevoir vient de la récompense pour la caution qu'ils ont placée en vue de valider l'opération. Alors l'avantage de cette technologie, c'est qu'elle est moins consommatrice en ressources, il n'y a pas besoin de recourir à un matériel informatique très puissant et très perfectionné. Et alors, je n'ai pas forcément le chiffre à l'appui, mais en tous les cas, Ethereum prétend qu'ils auraient économisé 99% d'énergie par rapport à une blockchain classique. Alors, l'inconvénient de ce système, son biais, c'est que ça revient à confier la validation des opérations aux forgeurs qui disposent des ressources financières les plus importantes. Et alors, même si c'est un risque théorique, si un forgeur se retrouvait avec 51% de toute la crypto-monnaie émise sur une chaîne en particulier, il aurait la capacité théorique de valider l'ensemble des opérations à son gré et potentiellement de s'avantager par rapport à d'autres usagers. Voilà pour les mécanismes de validation. Un point sur lequel aussi je voulais attirer votre attention, c'est la distinction entre blockchain publique ou blockchain privée. La distinction se fait en fait par rapport au caractère ouvert ou fermé de la chaîne. Lorsqu'il est ouvert à l'écriture et à la lecture sans restriction, on va parler de blockchain publique. Mais dès lors que l'une ou l'autre des opérations va être soumise à l'acceptation d'un tiers, on se retrouve en présence d'une blockchain privée. Aujourd'hui, évidemment, les réseaux de blockchain publics sont les plus répandus et ils autorisent toute personne à s'y connecter sans restriction. Les participants vont rester anonymes et en fait, ils reçoivent deux clés, une clé publique qui leur permet de recevoir des transactions et une clé privée qui leur est propre et qui leur permettent de conserver en sécurité leurs cryptoactifs. Pour les réseaux privés, on se retrouve avec des accès privés et sécurisés. Donc, on peut imaginer que ce soit un réseau privé interne à une seule entreprise ou bien que plusieurs entreprises ou organismes forment une sorte de réseau d'affaires ou un réseau par lequel, grâce à la blockchain, ils peuvent échanger des informations de manière tout à fait sécurisée. Par contre, dans cette hypothèse, l'autorisation d'accès, elle va être accordée par une autorité unique ou une autorité collégiale, et donc l'accès va être restreint aux usagers autorisés sur cette blockchain. La blockchain, maintenant, dans le paysage juridique français, on peut se réjouir. Pour une fois, la France est un des pays pionniers en matière de législation autour de la blockchain. On a une première ordonnance du 28 avril 2016 qui est relative aux bons de caisse et qui a introduit pour la première fois le concept de dispositif d'enregistrement électronique partagé, donc qui revient en fait à la blockchain en elle-même et qu'on retrouve donc dans le code monétaire et financier. Ce qu'elle permettait, c'est d'inscrire l'émission des mini-bons dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé qui permettait l'authentification de ces opérations. Donc concrètement, elles étaient enregistrées, validées grâce à une blockchain sécurisée, et donc elles bénéficiaient de tous les avantages de souplesse, de rapidité et de sécurité associés à la blockchain. On a également cette autorisation qui a été étendue à tous les titres financiers depuis l'ordonnance du 8 décembre 2017. Et alors, ce qui est prévu, c'est que ce DIP, cette blockchain, doit être conçue et mise en œuvre pour garantir l'enregistrement et l'intégrité des inscriptions et permettre d'identifier directement ou indirectement les propriétaires
des titres, la nature et le nombre de titres détenus. Donc, ça fonctionne un petit peu comme un registre de mouvement de titres, mais qui serait du coup géré à travers la blockchain. Alors, il y a d'autres concepts aussi qui est important de comprendre dans tout l'usage de cet écosystème, c'est la différence entre monnaie fiduciaire et crypto-monnaie. Quand on envisage la monnaie fiduciaire de manière abstraite, il y a traditionnellement deux aspects principaux, c'est à la fois un instrument de paiement et un instrument de mesure des valeurs. Alors, au cours de l'histoire, la monnaie elle a pu à un certain moment être définie par rapport à un certain poids de métal, notamment l'or, mais à l'époque, on pouvait dire que c'était une unité de valeur. Aujourd'hui, cette approche est peut-être un peu moins pertinente parce qu'aujourd'hui, la monnaie, elle vaut davantage par le pouvoir d'achat qu'elle confère. Ce serait assez troublant de dire que c'est un instrument de mesure puisque ça reviendrait en quelque sorte à aller chercher dans la monnaie un étalon de mesure alors que aller chercher la mesure de la monnaie, si vous voulez, ça reviendrait à déterminer en quelque sorte la longueur du mètre par rapport à toutes les longueurs en général ou la durée d'une heure par rapport au temps en général. Déterminer finalement la valeur de la monnaie par rapport à la valeur des choses en général est aujourd'hui assez troublant et c'est un point de réflexion qui interroge aussi par rapport aujourd'hui aux crypto-monnaies. Donc, pour en revenir à la définition de la monnaie fiduciaire, aujourd'hui, c'est davantage un moyen de paiement, un instrument de paiement et surtout un objet de propriété. Alors, un autre élément qui est assez troublant, c'est que si vous cherchez une définition de la monnaie fiduciaire, une définition juridique, on s'aperçoit qu'il n'y en a pas. On retrouve le terme de monnaie, mais un petit peu par erreur, je dirais par accident dans le code civil. On retrouve une définition de la monnaie dans le code monétaire et financier, mais uniquement pour affirmer que la monnaie de la France est l'euro, sans autre précision. Et en fait, le seul intérêt que ça a, c'est d'affirmer qu'en tant que monnaie légale, l'euro a seul en France un cours légal et un pouvoir libératoire, c'est-à-dire que c'est la seule monnaie qu'un créancier est obligé d'accepter en rémunération. Mais après, bon, évidemment, tout créancier demeure libre d'accepter tout autre moyen de paiement que la monnaie officielle, et c'est pour ça que vous retrouvez des transactions aujourd'hui qui peuvent intervenir grâce à des crypto-monnaies. Donc la conclusion sur cette absence de définition, ça nous amène à un paradoxe finalement, c'est que la monnaie fiduciaire, qui est aujourd'hui un concept largement connu, admis, que tout le monde manipule et conçoit assez bien, n'a pas plus de définition aujourd'hui que la crypto-monnaie de pair à pair. Ce que je trouve finalement assez intéressant et assez troublant. Et on en revient à cette notion de confiance que j'introduisais au début, c'est que finalement, toute l'échelle de reconnaissance et de valeur tient à la confiance et non pas finalement à une définition légale ou à toute autre notion construite sur la base d'un raisonnement juridique. On va maintenant s'intéresser au Bitcoin et aux autres crypto-monnaies et je vous propose un nouveau petit sondage. Si vous le voulez bien, la question étant, avez-vous déjà acheté des Bitcoins ou d'autres crypto-monnaies? Voilà, les votes sont ouverts. Alors, merci à ceux qui ont participé. C'est dommage pour tous ceux qui n'en ont pas acheté il y a quelques années, parce que quand on voit l'évolution du cours du Bitcoin, il y avait quelques belles opérations à faire, mais il faut dire qu'à l'époque, ceux qui ont cru en ce système étaient assez aventuriers. Le Bitcoin et la blockchain sont évidemment deux choses différentes, comme je vous l'avais rappelé en introduction, mais elles sont étroitement liées, puisque lorsque Satoshi Nakamoto a publié son livre blanc, son white paper avec le code source du Bitcoin,
la blockchain devait être le support indispensable à son usage et le Bitcoin était finalement la première application de cette technologie de blockchain. Le Bitcoin est donc une crypto-monnaie ou une monnaie virtuelle et elle tire ce nom de crypto de la chaîne cryptographique qui relie justement tous les blocs successifs qui contiennent l'ensemble des opérations intervenues sur la monnaie. Elles n'ont pas de valeur intrinsèque, et cette valeur, elle provient du consensus des utilisateurs, de la validation des transactions, et tout ça est sécurisé par les méthodes de consensus qui sont le minage ou la forge, comme on l'avait vu tout à l'heure, donc la proof of work dans le Bitcoin ou la proof of stake dans l'Ethereum. Aujourd'hui, les crypto-monnaies les plus répandues et les plus utilisées sont le Bitcoin, l'Ether et le Ripple. Elles sont toutes les trois indépendantes et elles fonctionnent chacune selon leur propre blockchain avec un mécanisme de consensus également propre. Bien qu'elles soient finalement décentralisées, qu'elles échappent au contrôle donc, de toute banque centrale, qu'elles s'échangent directement entre les usagers par ce mécanisme de bloc de chaîne, les crypto-monnaies s'utilisent de la même manière finalement que la monnaie fiduciaire. C'est une réserve de valeur, c'est une unité de compte et ça peut être un intermédiaire de transaction. Et elles peuvent être, tout comme la monnaie, déplacées, détruites ou divisées. Par contre, ce qui est intéressant, c'est pour maintenir une valeur la plus haute possible, on va retrouver une limitation du nombre d'unités qui vont être émises. Alors, par exemple, le Bitcoin sera limité à 21 millions d'unités, il n'y en aura pas davantage. Alors, l'autre élément qui est indispensable dans tout ce mécanisme, c'est également celui des tokens. Alors, pareil, je vais vous soumettre le dernier sondage du jour pour savoir si vous avez déjà acheté des tokens ou des NFT. Alors, a priori, ça suppose que vous ayez déjà acheté une crypto-monnaie. Donc, on pourrait avoir des surprises, mais normalement, on devrait retrouver à peu près les mêmes usagers. Donc oui, c'est ce que je pensais. On est sur les mêmes proportions. Donc le token, ou jeton en français, c'est un actif numérique qui va être émis et échangé par l'intermédiaire d'une blockchain, qu'elle soit propre au token, et à ce moment-là, on va parler de jeton natif, ou qu'il soit émis sur un réseau disposant déjà de sa propre blockchain. Et là, on parle de jetons d'application. Ces jetons peuvent avoir de nombreuses applications, allant de la représentation, par exemple, des actions d'une entreprise, en passant par les jetons individuels qui vont représenter des titres de propriété, des coupons sécurisés infalsifiables, des jetons qui vont avoir aucune valeur conventionnelle, mais qui peuvent être utilisés comme des mesures d'incitation sous forme de points. Alors, cette personnalisation, elle va s'effectuer au moment de la création du token via ce qu'on appelle un smart contract. Alors, contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, ce n'est pas du tout un contrat au sens juridique du terme, mais c'est un programme informatique qui va être inscrit dans la blockchain. Et par rapport à des programmes classiques, le smart contract va présenter un avantage indispensable dans cet écosystème, c'est qu'il va bénéficier des caractères de la blockchain. En l'occurrence, il va permettre une exécution irrémédiable dès lors que les conditions qui auront été préinscrites vont être remplies, et puis la possibilité de vérifier le code et donc la validité de l'opération librement pour tous les usagers. Et en fait, ce sont ces caractéristiques qui vont faire du token l'instrument au cœur des ICO et des IPO et des STO. Alors, on a différents types de tokens. On en dénombre 3. Alors, parfois, ils sont réduits à 2, mais moi, j'aime bien faire la distinction entre les 3. Il y a tout d'abord les utility tokens. Eux permettent d'accéder à un produit ou à un service. Du coup, ce ne sont pas des actifs au sens juridique, même s'ils peuvent parfois faire l'objet d'une spéculation sur des plateformes d'échange, mais ils vont permettre un accès donc aux produits et aux services. Et souvent, sur la plateforme, l'usage du produit ou du service va se voir donner une valeur par les utilisateurs et permettre un échange comme une valeur mobilière plus classique sur ces plateformes d'échange. On a ensuite les security tokens.
qui, eux, vont permettre de digitaliser des biens matériels ou non. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'aux États-Unis, on a une méthode dite de OE qui a été mise en place par la Securities and Exchange Commission, qui est chargée de réguler la classification des titres. Et cette méthode permet de déterminer, grâce à 4 critères, si une transaction peut être qualifiée de contrat d'investissement et donc si c'est un security token ou un utility token. Donc pour que ce soit un security token, il faut qu'il y ait l'investissement d'une somme d'argent. Cet investissement soit réalisé dans une entreprise commune en contrepartie d'un profit potentiel et en profitant des efforts d'une tierce personne. Donc, si on remplit ces 4 conditions, on peut se retrouver en présence d'un security token. Le troisième, c'est le equity token, qu'on retrouve plus rarement et qui correspond en définitive à la transposition des titres financiers classiques sur une plateforme blockchain. Donc les actions d'une entreprise peuvent être converties en equity token et donner lieu, grâce à la blockchain, à des transactions en utilisant donc la crypto-monnaie ou en utilisant en tous les cas la sécurité que va leur conférer la blockchain dans la possibilité de retracer les différents échanges. Alors, vous retrouverez souvent, et d'ailleurs je ferai moi-même la confusion, les security tokens et les equity tokens mélangés. C'est-à-dire que parfois, certains vont classer les deux dans la même catégorie, mais sachez en tous les cas qu'il y a une distinction qui existe entre les deux. Alors, pas forcément sémantique, parce que beaucoup parlent uniquement de security token, mais il y a en tous les cas juridiquement une différence entre les deux. Enfin, on trouve ce qu'on appelle les non-fungible tokens ou NFT, c'est les jetons non fongibles, qui eux présentent la particularité d'être uniques et non interchangeables en associant un bien non fongible à un jeton. La propriété de ce jeton en fait équivaut à la propriété du bien et l'authenticité est garantie par la blockchain elle-même. Ce qui fait que on retrouve beaucoup les NFT dans le domaine de l'art et avec un certain succès pour certains, mais on peut également les retrouver dans ce qu'on appelle les collectibles, c'est-à-dire tout ce qui est jetons, cartes de jeu, dans le domaine des métaverses, où ils vont permettre par exemple l'achat de fractions d'espace sur un site web ou sur un jeu vidéo dédié. On retrouve évidemment dans le domaine de l'art et puis parfois aussi dans le domaine des marques qui leur permettent de retracer l'authenticité d'un produit unique et qui aurait été par exemple personnalisé. Alors, il est important de ne pas confondre jetons et crypto-monnaies. Alors, il y a plusieurs arguments qui pourraient inciter à traiter les crypto-monnaies et les jetons sans aucune distinction, parce qu'il y a de nombreuses ressemblances entre les deux. Ce sont tous les deux des actifs, c'est-à-dire qu'ils vont constituer juridiquement des éléments du patrimoine. Ils vont posséder un caractère numérique commun qui va être lié à leur inscription sur une blockchain. Et puis, crypto-monnaies et jetons peuvent tous les deux avoir une fonction de paiement ou d'échange, parce qu'une fois que le jeton finalement a été émis et accepté au sein d'une communauté d'utilisateurs, certains pourraient considérer que le jeton deviendrait une sorte de crypto-monnaie. Moi, je vous invite quand même à faire la distinction parce que tous les tokens ne sont pas des actifs déjà au sens juridique du terme. Et d'ailleurs, si on reprend la définition qui a été introduite dans le Code monétaire et financier à l'article L5410.1, le législateur a précisé que crypto-monnaie et jetons ne doivent pas être confondus et doivent pas être non plus traités comme des synonymes, parce que s'ils entrent bien tous les deux dans la notion plus large d'actifs numériques, une première distinction va tout d'abord découler de leur mode de production. Parce que les crypto-monnaies vont être liées à leur propre blockchain. Par exemple, l'Ether se développe sur le réseau blockchain de l'Ethereum. Par contre, les jetons, eux, vont présenter aucun lien direct avec le protocole blockchain sur lequel ils se déploient. Ils vont être liés à un projet particulier qui va être porté par exemple par une entreprise qui décide de les émettre, mais il n'y a pas d'interdépendance entre le jeton en lui-même et la crypto-monnaie. Alors maintenant que vous avez appréhendé un petit peu toutes ces notions, on va rentrer davantage dans le vif du sujet et notamment voir qu'est-ce qu'une ICO et qu'est-ce qu'une STO. On va tout d'abord commencer par les définir par rapport à des solutions qui existent déjà, les opposer pour mieux comprendre quel est le périmètre, quelle est leur application. Tout d'abord, l'ICO,
ne peut pas être assimilé à du crowdfunding, car même là encore, s'il peut y avoir des similitudes, notamment la participation au développement d'un produit ou d'un service, il existe une différence majeure qui tient à la souscription du token, qui va rester négociable dans l'ICO, alors le crowdfunding reste une simple participation financière à un projet. Ensuite, l'ICO n'est pas une IPO. Alors la similitude de sigle, évidemment, n'est pas fortuite, mais il y a des différences importantes entre les deux concepts. L'ICO, donc Initial Coin Offering, ce qu'on pourrait traduire par offre au public de jetons en français, c'est une opération de levée de fonds qui consiste à proposer au public l'acquisition de tokens en vue de financer un projet. La différence de l'IPO, Initial Public Offering, qu'on va traduire par introduction en bourse tout simplement, l'ICO va être une forme de levée de fonds qui ne va pas être réglementée dans la plupart des cas. L'IPO, elle, va prendre la forme d'une émission de titres au sens du code monétaire et financier. Par contre, l'ICO, elle va reposer sur les supports numériques qui sont les tokens. Donc là, il y a vraiment des distinctions à la fois de lourdeur réglementaire dans la mise en place de l'opération et de finalité, puisque donc, dans l'IPO, ce qu'on émet, c'est une action qui va être offerte au public. Dans l'ICO, ce qu'on va émettre, c'est un token. Donc le token, selon qu'il est utility token ou security equity token, ne va pas nécessairement donner accès à un titre dans la société. La première ICO était réalisée en juillet 2013, donc il y a presque 10 ans aujourd'hui, par un développeur américain qui s'appelait J.R. Willett, pour financer un projet Mastercoin 12 qui aujourd'hui s'appelle Omni, et qui avait pour ambition de rajouter des fonctionnalités au protocole Bitcoin lui-même. Et en 30 jours, il a réussi donc, à lever 4740 Bitcoins, ce qui représentait à l'époque déjà 500 000 dollars. En 2014, peu de temps après, Ethereum a levé l'équivalent de 18 millions de dollars en émettant des jetons issus de la nouvelle crypto-monnaie qui dépendait de cette blockchain, l'Ether, qui est aujourd'hui la deuxième crypto-monnaie la plus valorisée derrière le Bitcoin. Il faut également distinguer ICO et STO. La STO, ou Security Token Offering, revient finalement à une tokenisation des actifs financiers. Ce sera en quelque sorte l'équivalent de l'IPO, mais qui serait réalisé à travers des actifs numériques, avec donc une réglementation qui va être un peu plus contraignante, puisque pour les STO supérieurs à 8 millions d'euros, l'émetteur va être tenu d'établir un prospectus conformément au règlement AMF. On va s'intéresser maintenant à la réglementation applicable aux ICO. La loi Pacte de mai 2019 a introduit un régime spécifique optionnel pour les offres au public de jetons, dites services ou utility tokens. Donc, les utility tokens, je vous rappelle, c'est ceux qui donnent accès à un produit ou un service et non pas à une action. Donc, les émetteurs peuvent solliciter un visa de l'AMF pour une offre au public de jetons ouverte à la souscription par au moins 150 personnes. Et il y a une série d'obligations à respecter. La société doit être constituée sous la forme d'une personne morale établie ou immatriculée en France. Elle doit mettre en place tous les moyens permettant le suivi et la sauvegarde des actifs qui vont être recueillis dans le cadre de l'offre. De mettre en place un dispositif lui permettant de respecter ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Et doit établir le fameux document d'information qui est appelé White Paper, qui va contenir toutes les informations sur l'émetteur de tokens et sur l'offre de tokens projetée. Et l'objectif de ce document, on va le voir plus en détail par la suite, c'est de permettre aux souscripteurs d'être éclairés sur leurs décisions d'investissement et surtout de comprendre l'ensemble des risques qui sont liés à cette offre. Une note qui est assez intéressante, c'est que le document peut être établi en anglais, donc ce qui permettrait de viser des investisseurs potentiellement à l'étranger, mais il doit être accompagné d'un résumé en français qui va comprendre un ensemble d'informations synthétiques qui sont reprises qui sont tirées du white paper, mais en version raccourcie. Le document doit être déposé à l'AMF au moins 20 jours avant la date prévue d'obtention du visa, et l'AMF va juste s'assurer que le document est complet, compréhensible. Par contre, elle ne va évidemment pas donner son approbation sur l'opportunité du projet, ni sur la viabilité, ni sur l'émetteur de jetons lui-même. Elle ne va pas non plus authentifier les éléments financiers et techniques présentés. Simplement,
vérifier que l'ensemble des informations requises pour que le public puisse comprendre et être suffisamment informé sur le projet a bien été communiquée et bien présente sur le white paper. Et à la fin, évidemment, l'émetteur doit informer les souscripteurs des résultats de l'offre et il peut organiser par la suite un marché secondaire des jetons. Donc c'est ce dont on parlait rapidement tout à l'heure, c'est une place de marché qui fonctionne sur une blockchain et qui permet aux utilisateurs d'échanger directement entre eux les tokens qu'ils ont souscrits. Donc, par exemple, vous lancez un token qui est assorti d'un droit d'accès prioritaire à un nouveau produit qui est lancé par la société. Si le produit se rapproche de sa phase finale de développement, si il est particulièrement intéressant et donc si le token vous permet de l'acquérir en priorité ou à des conditions financières plus avantageuses, sa valeur va augmenter au fur et à mesure que la date de lancement, et en tous les cas la date de viabilité du produit s'approche. Donc il y a un cours des tokens sur des places de marché propres et qui sont donc régulièrement échangés entre les utilisateurs qui y voient un moyen sur le modèle finalement d'un marché financier classique d'échanger des tokens valorisés entre eux. Alors l'intérêt de ce Visa AMF sur l'offre publique de jetons, ça permet donc de réaliser des actes de démarchage conformément à la réglementation applicable au démarchage bancaire et financier, d'échapper à l'interdiction de la publicité directe ou indirecte qui a pour objet donc d'inviter les personnes à fournir des informations et à réaliser une opération financière qui là va être relative à l'offre publique de jetons, et d'échapper à l'interdiction de toute opération de parrainage ou de mécénat lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la publicité directe ou indirecte en faveur de l'offre publique. Évidemment, ce visa est optionnel et réservé donc principalement aux STO, aux SEO qui sont ouvertes à au moins 500 souscripteurs, mais pour toutes les autres opérations, le visa AMF n'est pas obligatoire. Donc, son avantage, c'est de vous permettre d'assurer à des investisseurs potentiels une certaine information, fiabilité et de pouvoir faire état de ce label, de pouvoir donc faire des opérations de démarchage, mais ce n'est pas un préalable requis comme ça pourrait l'être dans le STO et comme ça l'est nécessairement dans l'IPO. Alors, pour rentrer un petit peu sur les règles plus particulières du STO, on peut dire donc, synthétiquement que le STO se rapproche davantage de l'IPO que l'ICO en elle-même, puisque STO et IPO permettent finalement aux entreprises d'obtenir un financement en distribuant des titres qui donnent accès directement ou à terme à une valeur mobilière de la société. Donc, les investisseurs peuvent à terme recevoir même les dividendes qui sont liés à ces actions. L'avantage de la STO par rapport à l'IPO plus classique provient, lui, du token, puisque le token va permettre de digitaliser la valeur mobilière, qui va être ainsi sauvegardée sur la blockchain et donc davantage sécurisée, de tracer toutes les transactions via la blockchain et je dirais que c'est probablement le principal avantage de gagner en rapidité et en coût dans certains cas, puisque ça va supprimer tous les échanges avec les intermédiaires institutionnels traditionnels et donc tous les frais et commissions que ça implique. Alors là encore, pour vous donner un exemple remonté à la première STO qui a été réussie en mars 2018 par le groupe américain Praetorian. Il s'agissait d'une plateforme d'investissement immobilier en crypto-monnaie qui a réussi à lever près de 70 millions de dollars grâce à une ICO. Alors concrètement, à l'émission de l'utility token qui se fait dans l'ICO et pour laquelle donc, le visa AMF est optionnel, il va être obligatoire pour le security token dès lors où le montant de l'émission va dépasser les 8 millions d'euros. L'AMF d'ailleurs considère que l'émission des security tokens est conforme avec la réglementation prospectus et donc elle s'applique à cette émission. Alors, en revanche, c'est pour ça que je ne vais pas rentrer davantage sur le STO. L'AMF considère que c'est un mécanisme qui fait face aujourd'hui encore à des obstacles juridiques relativement importants, notamment le règlement européen sur les dépositaires centraux de titres, qui est relatif à l'obligation portant sur la tenue des comptes et la conservation. Et
fait, ce règlement est incompatible avec l'opération de règlement livraison entièrement réalisée sur la blockchain du fait de la nature décentralisée de cette technologie. Donc, l'AMF invite d'ailleurs les autorités européennes à réfléchir, dans le cas d'un laboratoire digital, à la levée des obstacles juridiques pour rendre l'échange et l'émission des security tokens compatibles avec l'environnement blockchain aujourd'hui. Alors, pour les STO inférieurs à 1 million d'euros, comme l'AMF considère que ce n'est pas une offre au public soumise à prospectus, on se retrouve dans une procédure simplifiée qui permet à l'émetteur de transmettre un document d'information synthétique. Il n'y aura pas de visa AMF. L'émetteur ne pourra pas faire publiquement état de revue ou de vérification par l'AMF, mais ce document permettra tout de même de rassurer les investisseurs sur la nature de l'opération et sera également à communiquer à l'AMF pour information. Donc ça limite aussi le périmètre de la STO, puisque les offres qui sont proposées par l'intermédiaire d'un site internet de financement participatif et les offres relatives à des titres admis ou ayant fait l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, donc sur Euronext concrètement, ne peuvent pas recourir à la procédure simplifiée de STO. Donc, voilà, compte tenu de ces obstacles, je vais passer rapidement sur le mécanisme des STO et me concentrer sur l'ICO et les étapes clés. Donc, il y a 4 étapes clés pour réussir son ICO. Il y a tout d'abord la phase préparatoire, il y a la rédaction du white paper, il y a la partie marketing et la partie listing. Donc la phase préparatoire, le plus important, c'est d'attirer les futurs investisseurs et donc il est indispensable de définir le produit ou le service que vous allez lui proposer, qu'il soit préexistant ou en développement. Il doit être en tous les cas suffisamment stabilisé, simple et explicite pour convaincre les utilisateurs. Alors, il est essentiel dès ce stade d'être entouré d'une équipe de conseillers juridiques, fiscales et souvent d'un global advisor pour déterminer donc dès cette étape quelle va être la nature des jetons qui vont être émis. Est-ce qu'on est sur des utilities, des security ou des equity tokens? Et donc, quelles sont les obligations qui en découlent, notamment vis-à-vis de l'AMF pour éviter toute requalification ultérieure et tout blocage. Il faut ensuite construire des tokens, ce qu'on appelle les tokenomics attractifs. Donc, c'est en gros quelle est la structuration financière qui va être liée au token et évidemment à ce stade de bien faire attention à tout ce qui est RGPD, donc protection et collecte des données et lutte contre le blanchiment. Ensuite, donc, il faut concevoir le white paper, c'est un peu la vitrine du projet, c'est le document de référence. S'il était à l'origine très orienté sur les aspects techniques, il a aujourd'hui une dimension davantage tournée vers le marketing. Et donc, il est destiné aux investisseurs, tant experts que néophytes. Il doit donc contenir l'ensemble des informations relatives à l'émetteur, au token, donc les caractéristiques, la technologie, les droits qu'il confère, comment est-ce qu'il peut être transmis, les mécanismes éventuels de rachat de tokens, ce qu'on appelle le burn, ses modalités d'acquisition, et également informer sur les crypto-monnaies qui vont être acceptées lors de l'ICO. Souvent, il faut créer un site dédié ou au moins une page en tous les cas pour présenter l'ICO et présenter le white paper. Après, la stratégie marketing est également indispensable puisqu'il convient de viser un maximum d'utilisateurs et même s'ils sont assez décriés en ce moment et en tous les cas que leur rôle et leur mission risquent à terme d'être encadrés par le législateur, aujourd'hui, le rôle des influenceurs est indispensable dans la réussite d'une ICO parce qu'ils peuvent avoir un impact auprès de leurs suiveurs sur le succès ou non du projet. Donc, il faut également penser à cette étape dans son marketing et réussir à les toucher. Donc après, il faut présenter évidemment le projet, faire aussi une pré-vente qui peut être assez intéressante puisqu'elle vous permet de récolter en amont des fonds en vue de financer le processus lui-même d'ICO. En général, la prévente est proposée à un tarif préférentiel par rapport au prix proposé lors de l'ICO, mais elle vous permet déjà de récolter des fonds en amont. Et puis donc ensuite, il y a le listing et puis la phase post-ICO
où donc il y a tout cet échange, ce mécanisme d'échange de tokens dont on parlait avant, qui peut être mis en place et qui, plus il est intéressant, fonctionnel, et plus il va intéresser les investisseurs. Alors, le profil maintenant, à la fois d'entreprise que ça peut intéresser et d'investisseurs. Les ICO aujourd'hui représentent surtout une opportunité pour le financement des startups, notamment celles qui vont évoluer dans le secteur des nouvelles technologies, de l'information, de la communication, qui sont déjà assez sensibles à la blockchain et assez débouchées, mais pas que, parce que aujourd'hui, c'est également un moyen très intéressant de contourner des contraintes qui peuvent être liées à des financements plus traditionnels, type levée de fonds, crédit bancaire, qui ne vont pas forcément répondre aux besoins de rapidité et de souplesse liés à cette phase de développement, alors que sur une ICO, vous pouvez viser un public plus large, plus néophyte. Si vous arrivez à le convaincre de l'utilité du token, du produit, donc du service qui lui est associé, vous pouvez toucher ce public, qui d'ailleurs peut devenir par la suite un client potentiel, actuel ou futur, et qui sera fidélisé également par l'investissement déjà financier qu'il aura réalisé dans le cadre de cette ICO. Les cibles d'investissement, c'est principalement la nature du token qui va déterminer la cible. Il y a aujourd'hui des tokens qui marchent particulièrement bien. Ce sont tous ceux qui sont réservés aux fans de foot notamment. Vous avez le site Socios qui les recense. Donc en gros, ça permet à des supporters de participer directement au développement de leur club, et ça crée là encore de la fidélisation. On voit aussi beaucoup émerger aujourd'hui des sociétés de capital risque qui vont lancer des fonds spécialisés dans ce type d'opération. Alors, malgré toutes les qualités et tous les avantages que peut présenter ce système, il y a quand même quelques points de vigilance. Tout d'abord, aujourd'hui, il faut savoir que le marché, qui était très florissant en 2021, on atteignait quasiment 3 milliards de dollars de levée de fonds via les ICO, a connu une chute brutale de 60% au cours de l'année 2022. Alors, il y a plusieurs critères qui peuvent l'expliquer. Tout d'abord, c'est la dévalorisation du Bitcoin lui-même, et la remontée aussi des taux d'intérêt. Ensuite, il y a un autre phénomène, c'est la presse qui a mis en avant beaucoup d'incidents cyber sur les plateformes, qui ont été d'ailleurs multipliés par 4 depuis 2020, et puis des escroqueries qui sont intervenues dans ce milieu. Alors, il y en a deux assez spectaculaires. La première, c'est en avril 2018, où une entreprise vietnamienne qui s'appelait Modern Tech a disparu après avoir quand même réussi à lever 660 millions de dollars lors de son ICO pour un nouveau token, le Pincoin token. Donc beaucoup d'engouement, mais finalement, ils sont repartis avec la caisse, si vous me permettez l'expression. Un autre exemple assez frappant aussi est celui de DragonCoin, qui était une ICO lancée par Dragon Corp, qui est un groupe de casinos à Macao, qui a lui aussi réussi à lever 400 millions de dollars entre 2017 et 2018 sur la base d'un token de Paris qui promettait de construire des casinos flottants, et donc qui a attiré beaucoup de joueurs, notamment dans le milieu des casinos et du jeu. Et ça a été une énorme escroquerie qui a notamment mêlé les milieux mafieux de Macao. Donc là encore, mauvaise publicité évidemment pour l'écosystème. Plus récemment, vous avez la faillite de la plateforme FTX qui a entraîné la chute des marchés des crypto-actifs d'environ 20%, même si là encore, quand on regarde les raisons derrière la chute de FTX, c'est davantage lié au schéma qui avait été mis en place par ses dirigeants que à la crypto-monnaie elle-même. Alors, dès 2013, l'AMF avait alerté les investisseurs, et elle a mis en place un ensemble de mesures visant à réguler, avec de l'information publique, des publications sur son site visant à dresser donc des listes noires de sites internet et puis d'entités qui n'ont pas la possibilité d'intervenir en France. Après, bon, on retrouve également des fraudes assez classiques, comme dans le milieu finance traditionnel, avec un qui est très à la mode et assez cocasse. Donc, c'est les escrocs vont s'entourer de partenaires fictifs, et puis une étude a démontré qu'environ 90% des escroqueries entre 2015 et 1998 ont été menées sous le nom d'Elon Musk. Alors, ça n'a pas trop porté atteinte à sa réputation, mais il faut croire qu'il a une aura telle qu'il parvient à lever des fonds même au profit des escrocs.
Il y a après un risque évidemment qui est inhérent à l'activité elle-même et qui tient donc à la capacité de la société, de l'émetteur, à développer ce produit ou ce service qui va être associé aux utility tokens qui vont être souscrits. Ensuite, j'attire également votre attention sur un dernier point, c'est la responsabilité vis-à-vis du consommateur. Il faut évidemment faire très attention dans le white paper à bien alerter sur les risques qui sont pris. Généralement, dans l'ICO, l'investisseur sait qu'il a une chance de perdre 100% de son investissement, mais il faut tout de même bien formuler et bien prendre soin de préciser ces risques pour ne pas tomber derrière sous le coup de la responsabilité vis-à-vis des consommateurs. Pour terminer quand même sur une note encourageante, il y a un maintien de l'investissement en crypto-monnaie et en 2022, 43% des investisseurs professionnels possédaient des actifs numériques et 19% prévoyaient de se lancer sur ce marché au cours des 12 prochains mois. Et puis l'autre avantage aussi qu'on a, c'est une évolution législative et réglementaire qui s'étoffe, en particulier au niveau européen, avec un règlement MiCA qui doit entrer en vigueur entre 2024 et 2025 et qui va permettre une harmonisation au sein de l'Union européenne de toutes les règles applicables aux émetteurs et aux prestataires de services sur cryptoactifs, avec notamment la délivrance d'un passeport européen. Alors vous verrez dans les quelques chiffres que j'ai mis sur la présentation que effectivement les plus belles opérations remontent quand même à quelques années, mais ça n'empêche pas le secteur d'être encore suffisamment actif. Je vous ai également mis quelques chiffres sur l'évolution du cours du Bitcoin et sur celui de l'Ethereum. Et vous trouverez quelques sources à la fin avec des données techniques, des données juridiques, des éléments sur des exemples de tokens et de NFT, et puis les fameux influenceurs aujourd'hui. Donc je vous ai mis les deux plus connus en France et à l'étranger. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Je regarde le chat. Je suis désolé d'avoir un peu débordé sur le temps. En tous les cas, si vous aviez des éléments à me faire passer, n'hésitez pas à me les envoyer par mail, je serai ravi d'y répondre. Donc, je vois une question, la valorisation des tokens d'une ICO rentre nécessairement dans le capital ou peut être intégrée au compte courant. Alors, il n'y a pas quand vous êtes sur une ICO, justement, ça n'entre pas au capital social parce qu'il n'y a pas d'émission de valeur mobilière. Donc, ça rentre dans l'actif de la société, évidemment, mais il n'y a pas d'émission d'actions, comme ça pourrait être le cas dans une STO. Donc, c'est de l'argent frais pour la société qui ne va pas venir augmenter le montant du capital social. Et j'ai une deuxième question, comment peut-on anticiper le nombre de souscripteurs, donc savoir si on est sur 150 ou 500. Alors ça, c'est effectivement un point assez délicat sur le STO. En général, il y a un partenaire qui est assez intéressant dans ce schéma et qui peut vous aider sur ce mécanisme, pardon, son nom m'échappe, c'est le Global Advisor, voilà, ce qui remplace un petit peu la banque d'affaires dans une IPO classique. Lui va pouvoir un peu vous aider, vous aiguillonner pour savoir si vous allez viser un public plutôt large ou plutôt réduit. Si vous allez voir plutôt des investisseurs institutionnels, vous allez chercher de la love money très, très, très élargie, évidemment, vous allez être sous les 150. Mais si vous avez l'intention de faire une publicité plus large autour de l'ICO, vous avez évidemment tout intérêt à aller voir l'AMF, à demander à être sous le régime simplifié. Et puis ça vous donnera en plus une plus grande crédibilité vis-à-vis des investisseurs, ça légitimera l'offre que vous allez proposer et ça vous permettra de viser un public plus large. Alors ensuite, pour évaluer si c'est un outil adapté ou non à l'entreprise, le principal critère à déterminer, c'est est-ce que vous avez une capacité à proposer un token qui va intéresser le grand public. Est-ce que ça rentre dans votre écosystème? Est-ce que vous avez un produit ou un service actuel ou en cours de développement que vous pouvez mettre en place? On retrouve pas mal de tokens, notamment liés
tout ce qui est fidélisation, donc par exemple des points que vous pouvez utiliser dans un réseau particulier. Vous allez par exemple, si vous achetez auprès de ce réseau, vous allez gagner, le token va vous permettre de gagner des points et ces points vont vous donner droit à des réductions dans le secteur. Voilà, si vous avez un produit innovant, là encore, on va être sur des éléments assez intéressants. Alors, transition énergétique, pourquoi pas. Après, c'est encore une fois, je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener avant d'aller chercher les fonds sur qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dans le token, qu'est-ce que je vais pouvoir proposer autour de la transition énergétique. Par exemple, est-ce que ça va être une incitation à faire la transition énergétique grâce au token? Est-ce que ça va être, par exemple, pour financer des nouveaux équipements, des nouveaux aménagements? Je pense qu'on ne faut pas se mettre dans tous les cas de limite, mais il faut déterminer si votre token il correspond à une cible, si il a vraiment un intérêt pour un entrepreneur et si pour un entrepreneur ou pour un particulier, et donc le structurer de manière à le faire rentrer dans votre écosystème et faire comprendre à l'investisseur qu'il a non seulement un avantage à le souscrire et que ça va lui ouvrir également de nouvelles perspectives pour lui-même. Donc aujourd'hui, effectivement, ce qui marche très bien, c'est la fidélisation, c'est les nouvelles technologies, c'est le domaine du sport. Mais la structuration du token est au moins aussi importante que c'est sans doute même la phase la plus importante. C'est la structuration du token et puis détermination de l'écosystème financier tout autour, donc avec la place de marché, avec le coût du token, le coût de l'échange, le mécanisme des burns dont je n'ai pas parlé, mais qui va vous permettre, en fait, en rachetant progressivement des tokens qui ont été émis à une certaine valeur, de garder, d'entretenir la rareté sur le marché, donc de soutenir finalement le cours de votre token en réduisant le nombre qui a été émis. Donc il y a énormément de possibilités à étudier et je trouve que le mécanisme peut être super pour beaucoup d'entreprises et apporter beaucoup d'opportunités. Alors sur le support, je crois qu'il vous est envoyé par email à la fin du webinaire. Si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à m'écrire, je vous l'enverrai bien volontiers. Je vous remercie pour votre disponibilité, d'avoir participé à ce webinaire. Merci d'avoir accepté ce petit dépassement, enfin ce grand dépassement de temps. Et puis j'espère avoir l'occasion d'échanger à nouveau avec vous sur ces sujets passionnants. Très bonne journée à tous.